Imaginez une vie apparemment parfaite. Imaginez quelqu'un que tout le monde applaudit, admire, cite en exemple. Un homme dont le parcours inspire, rassure, donne l'impression que même les débuts les plus sombres peuvent mener à une renaissance. Maintenant, imaginez que derrière cette façade impeccable, derrière les sourires et les mots soigneusement choisis, quelque chose grandit dans l'ombre, quelque chose que personne ne voit venir, quelque chose qui attend le moment précis pour tout faire basculer, parce que parfois, les histoires les plus lumineuses cachent les ténèbres les plus profondes. Ceci est l'histoire d'une famille, d'une illusion, mais surtout d'un Noël qui n'aurait jamais dû exister. Anthony Milan-Ross vit dans un corps qui l'emprisonne littéralement. L'homme pèse plus de 220 kg. Ce n'est pas un léger surpoids, c'est un poids qui rend chaque geste douloureux, chaque mouvement calculé à l'avance. Marcher quelques mètres représente pour lui un défi immense. Son cœur s'emballe, il sue abondamment, sa poitrine le brûle. La vie ne ressemble plus à une existence normale, elle ressemble à une lente noyade. Chaque journée recommence avec la même pensée sourde en arrière-plan. Il ne peut pas continuer ainsi, et pourtant il continue, parce qu'il n'aperçoit aucune alternative visible. Puis, dans le récit qu'il racontera plus tard, il y a ce matin précis, un de ceux qu'on transforme en moment charnière. Il monte sur une balance, le chiffre apparaît, il voit ce nombre et quelque chose se fissure. La peur n'est plus abstraite, elle est là, nette et chiffrée. Ce jour-là, il décide que ça suffit. Il change radicalement son alimentation. Il adopte un régime végétalien à base de plantes. Au début, il marche lentement. Puis, petit à petit, il arrive à marcher plus longtemps. Le jogging arrive ensuite. Un jour, presque sans s'en rendre compte, il court. Le corps répond. Le poids s'effondre. En 2 ans, il perd plus de 100 kg. Ce n'est pas juste une transformation physique. C'est une reconstruction complète. Les vêtements changent, le regard, la façon de se tenir, de parler. Il ne se reconnaît plus. C'est exactement ce qu'il cherchait. Il laisse tomber Anthony pour devenir Milan, un choix symbolique, presque spirituel. Pour lui, ce n'est pas un surnom, c'est une renaissance assumée. Les gens adorent évidemment cette histoire. Ils s'y accrochent, la partagent. Ils regardent les photos avant-après comme on regarde une preuve que tout est possible. Les vidéos défilent. Milan découpe des légumes avec assurance. Il parle de discipline, de constance, de volonté. Il ne montre pas seulement un changement, il vend une philosophie qui dépasse son propre corps. Peu à peu, il dépasse le simple partage personnel. Il monte sur scène lors d'événements bien-être. Il anime des ateliers de cuisine. Il passe même à la télévision locale. En plus de tout ceci, il écrit un livre. Le titre est révélateur. Comment se transformer soi-même et son corps en la personne qu'on voudrait être. Son Instagram devient une vitrine parfaitement contrôlée. Couleurs éclatantes, citations inspirantes, plats végétaux esthétiquement irréprochables, l'influenceur perte de poids par excellence. En 2018, il participe à un long-métrage documentaire intitulé « Eating You Alive ». Le film explore le lien entre alimentation et maladies chroniques. Des célébrités connues y apparaissent, des experts médicaux respectés également. Au milieu d'eux, il y a Milan-Ross. Il raconte son parcours avec assurance, sourire calme, posture d'homme qui a gagné contre lui-même. Pour tous ceux qui le suivent, il est la preuve vivante qu'on peut s'extirper du pire. Un symbole de discipline, d'optimisme, presque de pureté. Mais derrière toutes ces images soigneusement montrées, loin des likes et des projecteurs, une autre réalité existe. Une réalité qu'aucun discours motivant ne touche. Quelque chose de plus sombre, de plus silencieux commence à prendre de la place. Cette fois, il ne pourra ni la cuisiner ni la contrôler. Dans ce monde privé se trouve Iris Sutherland-Ross. Elle a 38 ans. Elle travaille comme administratrice de soins de santé à l'hôpital Saint-Joseph de Phoenix. Ceux qui la connaissent parlent d'une femme calme, solide, profondément bienveillante. Là où Milan incarne le changement spectaculaire, Iris représente la stabilité. Elle s'assure que tout tient debout, que les factures soient payées, que les rendez-vous soient notés, que tout le monde aille bien. Sa sœur dira plus tard qu'Iris faisait toujours plus que nécessaire. Portée par une ambition discrète mais constante,
Inspirée par Mère Teresa, elle lit, elle apprend, elle cherche toujours comment aider davantage. À l'hôpital, après tout ce qui s'est passé, ses collègues parlent d'une femme qui écoute vraiment, qui prend le temps, qui fait sentir aux autres qu'ils comptent. C'est une présence rassurante, authentique, tragiquement éloignée de l'image lisse qui brille sur les réseaux sociaux. Iris épouse Milan en 2009, bien avant les projecteurs, bien avant les applaudissements. À cette époque, il n'est encore qu'un homme parmi d'autres, avec ses fragilités, ses promesses, ses contradictions. Ensemble, ils construisent une famille. 2 enfants naissent de cette union. Nigel d'abord, âgé de 11 ans. Un garçon doux, créatif et lumineux. Le genre d'enfant qui attire naturellement le regard sans jamais le chercher. Il adore se produire, monter sur scène, parler, jouer. Cette assurance instinctive amuse les adultes, les impressionne même, parce qu'elle semble venir de quelque chose de pur et d'authentique. Et puis il y a Anora, âgée de 10 mois à peine, un bébé qui commence tout juste à comprendre les contours du monde. Les visages familiers, les voix rassurantes, une vie qui débute à peine, pour l'extérieur, pour les amis, pour la famille. Cela ressemble à un foyer qui a traversé des tempêtes mais qui a trouvé un équilibre. Une famille imparfaite comme toutes les autres, mais soudée. Sauf qu'à l'intérieur de la maison, quelque chose glisse lentement, presque imperceptiblement au début. Milan passe de plus en plus de temps à cultiver son image, sa marque, sa présence publique. La pression s'accumule. Maintenir un personnage impeccable devient une obsession. Le poids de son passé, de sa transformation, de ce qu'il a fui et de ce qu'il essaie d'être, s'infiltre dans le quotidien comme un poison lent. Iris le sent avant tout le monde. Elle remarque les changements d'humeur, les silences étranges, les remarques qui ne ressemblent pas à celles d'avant. Puis elle remarque aussi les explosions brutales, inattendues, suivies presque aussitôt d'excuses tremblantes, de larmes, de promesses. Par moments, Milan redevient attentionné, présent, presque tendre. Puis, sans prévenir, il se ferme, s'éloigne, comme s'il était absorbé par une lutte intérieure qu'elle ne peut ni voir ni atteindre. En juin 2017, le couple finit par craquer. Iris demande le divorce. Ce n'est pas un choix impulsif de sa part. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. C'est une décision arrachée par la peur, mais surtout par l'épuisement. À sa sœur et à ses proches, elle confie que Milan agit désormais de façon imprévisible, d'une manière qui l'effraie réellement. Une fois les papiers du divorce déposés chez son avocat, les fissures cessent d'être discrètes. Au contraire, elles s'élargissent, deviennent visibles. Les proches les remarquent, la famille les remarque. Même des connaissances éloignées, des gens qui ne l'ont croisé que quelques fois, sentent que quelque chose cloche. L'homme n'est plus l'orateur calme et sûr de lui des vidéos. Il n'est plus ce chef souriant devant la caméra. Il est nerveux, agité, erratique. Selon sa belle-sœur Mary Wojas, les messages adressés à Iris oscillent violemment entre détresse et agressivité. 1 minute, il l'insulte, la dénigre. La suivante, il lui déclare son amour, la supplie de reformer une famille unie. Au milieu de toutes ces contradictions apparaissent des propos profondément troublants. Il affirme travailler avec un prêtre vaudou à la Nouvelle-Orléans. Il dit carrément jeter des sorts. Il parle de forces sombres qui se déplacent autour de lui, à travers lui. À ce moment-là, ce ne sont plus de simples paroles causées par le stress et l'épuisement. Ce sont des discours qui font froid dans le dos. La famille d'Iris comprend alors que ce qu'elle observe dépasse largement une crise émotionnelle ordinaire. En dehors de tout ça, les rumeurs s'accumulent. L'homme finit par ne plus dormir. Parfois qu'il ne dort plus pendant plusieurs jours, il parle sans s'arrêter, en spirale, incapable de ralentir, incapable de se poser. Il se présente parfois chez Iris sans prévenir pour voir les enfants. Un jour, selon la colocataire de cette dernière, il arrive même avec une arme à feu dissimulée. À cet instant précis, elle comprend que quelque chose ne va vraiment pas. Ce que presque personne à Phoenix ne sait, ce qu'Iris elle-même découvre bien plus tard, c'est que ce schéma n'est pas nouveau. Milan a déjà fait ça. Pas la violence ni le meurtre, mais la fuite, l'effacement et la réinvention totale. En 2003, dans une autre histoire, dans la ville de Saint-Louis, une autre femme demande le divorce. Elle s'appelle Nicole Ross. Elle demande le divorce de son mari
Anthony Milan-Ross, un homme qui avait disparu, malgré des tentatives décrites plus tard dans les documents judiciaires comme sérieuses et diligentes, il reste introuvable. Derrière lui, il laisse 4 filles, Ebony Chouniès, Chalonda et 2 autres dont les noms n'ont jamais été rendus publics. La plus jeune n'était encore qu'un tout petit enfant lorsque son père s'est volatilisé. Une famille a été laissée derrière. Lorsque les journalistes remontent enfin jusqu'à la première famille de Milan, le masque va complètement se fissurer. Les femmes qui le retrouvent ne parlent pas d'un gourou du bien-être. Elles ne parlent pas de discipline, encore moins de résilience. Elles parlent de peur, de silence, de souvenirs qui refusent de disparaître. Chalonda Ross, l'aînée, raconte qu'elle fait encore des cauchemars, des rêves où elle redevient une enfant terrifiée, des cauchemars où elle reste volontairement à la maison après l'école, attendant que les ecchymoses disparaissent avant de pouvoir sortir. Elle explique à 12 News que ces images ne l'ont jamais quittée. Ebony Chouniès Ross, sa sœur, va encore plus loin. Elle dit qu'il les a enfermés dans le secret, un secret sombre, sale, qui ne se limite pas au cou. L'abus est aussi psychologique, calculé, tordu, conçu pour contrôler. Ebony Chouniès se souvient de longues périodes où leur père leur refusait de la nourriture. Pas un repas sauté, non, des semaines entières, parfois plus. Elle raconte qu'il ne leur laissait que du beurre et du riz saupoudré de sucre. Encore et encore, pendant presque une année entière. D'autres fois, il fait pire. Il agite des chili cheese fries juste devant leur visage affamé, laissant l'odeur s'imprégner dans l'air comme une sorte de provocation. La faim devient pour lui une arme, une punition. Le même homme qui inspirera plus tard des milliers de personnes avec une alimentation végétale a utilisé la nourriture comme un outil de torture contre ses propres enfants. Iris découvre cette vérité bien plus tard. On ne sait pas la date exacte, mais ce qu'on sait, c'est qu'entre la 4e et la 7e année de leur mariage, elle apprend enfin l'existence de cette première famille, une famille effacée, abandonnée, réduite au silence. Selon son amie et colocataire Luciania Echeverria, Iris ressent une trahison profonde, pas seulement parce qu'il avait un passé, mais parce qu'il lui avait retiré le choix. Elle s'est sentie manipulée, trompée. L'homme qu'elle a épousé n'est clairement pas celui qu'il prétendait être. Il a reconstruit toute son identité sur l'effacement de la précédente. 4 petites filles ont grandi sans père pendant qu'il se réinventait tranquillement ailleurs. Et pourtant, Iris essaie encore, parce qu'elle est comme ça. Elle croit aux secondes chances. Elle croit que les gens peuvent changer. Elle croit peut-être à l'histoire de renaissance que Milan raconte avec tant de conviction. Ce n'est qu'en 2017, quand son comportement devient trop instable, trop imprévisible, trop effrayant, qu'elle demande enfin le divorce. Ce qu'elle ne peut pas savoir à ce moment-là, c'est que cette fois-ci, Milan ne va pas simplement disparaître. Il ne va pas recommencer ailleurs avec un nouveau récit. Cette fois, quelque chose de beaucoup plus sombre est déjà en marche. Dans les semaines qui précèdent Noël 2017, les signaux d'alarme s'accumulent. Mais comme toujours, les avertissements ne deviennent évidents qu'après coup. De l'extérieur, Milan semble aller bien. Il a même retrouvé une petite amie. Il semble s'y projeter puisque 3 jours avant Noël, il demande cette dernière en mariage. Il adopte un chien. La veille de Noël, il se fait un chèque d'entreprise. Des gestes ordinaires, presque rassurants. Les actions d'un homme qui pense à demain, du moins en apparence. Mais en parallèle, dans le silence des nuits blanches, Milan cherche autre chose. Les procureurs présentent plus tard son historique de recherche Internet. Les mots s'enchaînent. Silencieux, acide de batterie, acide sulfurique, acide qui fait fondre la peau. Article sur un homme ayant tué sa famille le jour de Noël. Ces recherches n'ont rien d'accidentel. Elles ne sont pas dues à la curiosité. Elles sont ciblées, répétées, préparatoires. Il dit même à au moins une personne proche de s'attendre à quelque chose de grand à Noël. La veille de ce grand jour, Milan a les enfants avec lui, dans son appartement près de la 16e rue et de l'avenue Highland à Phoenix. La journée devait être douce, chaleureuse, remplie d'excitation enfantine. Mais l'ambiance est lourde. Milan ne dort presque pas. Il boit même beaucoup. Une demi-bouteille de whisky avant midi. Les messages partent en rafale, plus vite que ses pensées. Certains sont remplis de regrets, d'autres de colère. Certains brisent le cœur,
D'autres donnent froid dans le dos. Ce matin-là, il harcèle littéralement Iris de messages. Il se plaint, se déteste, l'accuse, s'excuse. Il passe de la culpabilité à des propos inquiétants en quelques phrases. Malgré des semaines de comportements erratiques, de messages, de discours sur des prêtres et des sorcières vaudous, il reste encore une chose à faire. La vidéo de la veille de Noël, celle que tout le monde reverra plus tard avec un nœud à l'estomac, ce n'est pas un moment improvisé, rien n'est laissé au hasard. Elle est filmée avec intention, elle est publiée sur sa page Facebook professionnelle. Le cadre est propre, l'angle très bien choisi. Tout est pensé pour montrer exactement ce que Milan veut que l'on voie. Milan, le père aimant. Milan, l'homme heureux. La version rassurante, souriante, familière. Il parle face caméra en utilisant cette troisième personne devenue sa signature. Il dit bonjour à la caméra. Il dit qu'aujourd'hui il est avec son fils Nigel et qu'ils vont se préparer à chanter. La scène sur le moment est presque banale, presque réconfortante. Il chante des chants de Noël. La voix de Nigel est claire, douce, sincère. Celle d'un enfant qui ne se doute de rien. Milan rit, il se trompe dans les paroles, se reprennent. Ils partagent ce moment comme des milliers d'autres familles le font ce soir-là. Pour ceux qui regardent, c'est une scène ordinaire, un instant paisible, une parenthèse chaleureuse. Mais cette vidéo existe après tout le reste, après les recherches inquiétantes sur Internet, après les nuits sans sommeil, après l'alcool, les propos incohérents, après qu'il ait dit à des proches de s'attendre à quelque chose de grand. Ce sourire n'est pas spontané, il est plaqué. La vidéo où Nigel chante n'est pas un souvenir heureux. C'est un masque, un dernier. Il commence déjà à glisser. Le jour de Noël arrive. Avec lui, la fin de la performance. En début d'après-midi, le 25 décembre 2017, Iris rassemble son courage. Elle se rend à l'appartement de Milan pour récupérer les enfants. Malgré la peur, malgré les menaces, malgré l'instabilité, elle croit encore à la coparentalité. Elle croit encore que quoi qu'elle traverse, Milan aime ses enfants. Elle croit que Nigel et Anora sont hors de portée de cette noirceur. Personne ne comprend immédiatement ce qui est en train de se passer. Quand les témoins réalisent enfin ce qu'ils voient, il est déjà trop tard. Une femme traverse la cour du complexe d'appartements en courant. Elle est terrorisée, elle crie, elle cherche une issue. Cette femme, c'est Iris. Les voisins diront plus tard qu'elle semblait fuir quelque chose d'horrible, quelque chose qui venait de se produire à l'intérieur. Derrière elle, Milan la suit. Mais ce n'est plus l'homme des vidéos, ce n'est plus le chef souriant ni la figure publique. C'est une autre version de lui, celle qui s'est construite lentement, silencieusement, pendant des mois. Iris atteint enfin le patio. Elle fait demi-tour, elle essaie encore, elle supplie, elle tente de raisonner l'homme qu'elle a épousé, le père de ses enfants. Les secondes passent, personne n'ose intervenir. Puis d'un seul coup, Milan lève une arme à feu. Un voisin crie « Est-ce qu'elle va bien ?» Milan répond sans hésitation « Non !» Il dit la vérité, elle ne va pas bien. Il pointe ensuite l'arme vers le témoin, l'oblige à rentrer à l'intérieur. Puis il se retourne et regarde son appartement. Derrière lui, Iris reste immobile sur le patio. Quelques instants plus tard, 2 ou 3 coups de feu retentissent à l'intérieur. Le complexe bascule dans le chaos. Les gens courent, se cachent, appellent le 911. Les mains tremblantes, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. À 14h52, le téléphone de Mary, la sœur d'Iris, reçoit un message de Milan. 2 phrases simples et froides. « Je viens de tuer Iris et les enfants. » Quelques secondes plus tard, une précision glaçante, avec une arme à feu. À l'extérieur, les cris continuent. La police arrive à 15h45. Iris est au sol, sans réponse. Mais Nigel et Anora ne sont pas visibles. Les agents encerclent le bâtiment, appellent Milan. Ils tentent de négocier. Le ton est calme, mesuré. Ils cherchent à gagner du temps. Depuis l'intérieur de l'appartement, Milan parle. D'abord, il affirme que les enfants vont bien. Puis il menace de leur faire du mal si la police ne part pas. Quelques minutes plus tard, il dit finalement qu'il les a déjà tués. Chaque phrase contredit complètement la précédente. Personne ne sait plus quoi croire. À chaque réponse, l'obscurité s'épaissit un peu plus.
La vérité est déjà en train de s'installer. Les négociateurs parlent encore, toujours. Ils cherchent une brèche, une phrase, un mot, n'importe quoi qui pourrait gagner quelques minutes de plus, qui pourrait, on l'espère, sauver les enfants. Le temps s'étire, les heures s'empilent, le soleil finit par disparaître, avalé par l'horizon, avec lui l'illusion d'un Noël paisible. La nuit tombe sur Phoenix. Dans le silence de cette soirée de fête, des coups de feu éclatent soudainement depuis l'appartement. Puis encore et encore, chaque détonation déchire le calme, rappelant à tous que quelqu'un, quelque part, derrière ces murs, est encore en danger. Vers 19h30, Milan tire directement en direction des officiers. Un éclat blesse un agent. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Blessé, mais vivant. La tension monte d'un cran. Les équipes SWAT prennent enfin le relais. Des robots sont déployés pour limiter les risques, pour voir ce que personne ne peut voir sans risquer sa vie. Le premier robot glisse sous la porte. Il avance lentement dans le couloir sombre. Sa caméra retransmet tout en direct au centre de commandement. Chaque image est scrutée, chaque ombre analysée. Puis quelques minutes plus tard, l'écran montre une petite forme immobile. C'est Anora, âgée de 10 mois. Trop petite, trop silencieuse. Il n'y a aucun mouvement, aucun signe de vie. À cet instant précis, tout l'espoir s'effondre. Les officiers continuent d'avancer. Dans une autre pièce, au milieu des débris et des meubles renversés, ils trouvent Nigel. Le garçon qui chantait un chant de Noël quelques heures plus tôt ne bouge plus. Le contraste est insupportable. À 22h, après près de 7 heures de négociation, Milan ouvre de nouveau le feu. Cette fois, la décision est prise. L'équipe tactique force l'entrée. Les coups partent, les officiers ripostent. En quelques minutes, tout est terminé. Milan se rend. Il sort menotté, indemne, silencieux. Le siège est terminé. En l'espace d'un seul après-midi, l'homme qui avait bâti toute son image sur la transformation, sur l'idée de devenir une meilleure version de soi-même, a détruit les 3 personnes qui avaient cru en lui le plus profondément. Dans les jours qui suivent, Noël 2017, Phoenix est sous le choc. Personne ne comprend. Comment un homme peut-il passer d'un chant de Noël partagé avec son fils à l'anéantissement complet de sa famille en moins de 24 heures? La vidéo du réveillon circule partout. Elle n'est plus douce, elle n'est plus attendrissante. Elle devient un artefact hanté, la dernière trace d'un monde qui n'existe plus. Les chaînes d'information locales la diffusent en boucle. Les journalistes interrogent les voisins, les proches, tous ceux qui ont croisé la famille. Une question revient sans cesse. Comment personne n'a-t-il vu ça venir? Mais la vérité, c'est que certains l'avaient très bien vu venir. La sœur d'Iris l'avait vu, ses amis l'avaient vu, Iris elle-même l'avait vu. C'est pour ça qu'elle avait demandé le divorce en juin. Le problème n'est pas l'absence de signaux d'alerte. Le problème, c'est que personne ne savait comment arrêter ce qui était déjà en marche. Milan Ross savait porter des masques. Il savait jouer la normalité. Il savait convaincre. Mary Wojas, la sœur d'Iris, parle aux journalistes dans les jours qui suivent. Elle dit que tout ça semble irréel, que ce genre de tragédie n'arrive pas à des personnes comme Iris. Puis elle avoue la vérité la plus difficile. Elle savait qu'il était instable. Elle savait qu'il y avait quelque chose de sombre dans cet homme. Malheureusement, elle ne savait pas à quel point. Une cagnotte GoFundMe est créée pour couvrir les frais funéraires. Le texte est simple, brutal. Une mère aimante et ses 2 enfants, Nigel, 11 ans, et Anora, 10 mois, ont été assassinés le jour de Noël. 3 vies, 3 enterrements, une famille brisée à jamais. La communauté du bien-être, celle qui célébrait autrefois Milan Ross, se retrouve face à une réalité inconfortable. L'histoire de transformation qu'elle admirait était incomplète. Derrière les smoothies verts et les discours inspirants, quelque chose de pourri grandissait, quelque chose qu'aucune discipline, aucune image publique ne pouvait réparer. Anthony Milan Ross a été accusé de multiples chefs d'accusation. 3 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs d'agression aggravés liés au meurtre, 17 chefs d'agression aggravés sur un agent de la paix. Il a comparu devant le tribunal le 26 décembre 2017. Il a été détenu sans caution. Puis vient l'attente, une attente interminable.
des mois qui deviennent des années. Le temps judiciaire s'étire, froid, administratif, presque indifférent à la violence de ce qui a eu lieu. Le procès de Milan ne commence pas tout de suite. Il ne commence même pas dans l'année suivante. Il ne s'ouvre qu'en septembre 2025. Presque 8 ans après les meurtres. Le retard s'accumule pour des raisons multiples. L'affaire est capitale, donc chaque étape est lente, scrutée, contestée. Il y a les évaluations de santé mentale, les débats sur la responsabilité pénale, l'engorgement du système judiciaire, la pandémie de Covid également, mais surtout la difficulté de rassembler, d'analyser et de présenter des preuves dans une affaire aussi médiatisée, aussi émotionnellement chargée. Pendant ce temps-là, les familles attendent, sans conclusion, sans réponse définitive. Quand le procès commence enfin en septembre 2025, la salle d'audience est lourde. L'air y est tendu, chaque regard fixé vers l'avant. L'accusation avance méthodiquement. Elle déroule une chronologie précise. Elle parle de préméditation. Elle évoque les recherches sur Internet concernant les armes, les silencieux, les différents types d'acides. Elle rappelle que Milan a consulté des articles de presse sur des anéantissements familiaux commis le jour de Noël. Elle insiste sur son obsession pour son image publique, sur sa peur panique de perdre son statut, sur sa dépendance financière envers Iris pour maintenir le mode de vie qu'il exposait en ligne. Tout est passé au crible. Le procureur Richard Dusterhoft explique que rien de tout ça n'est accidentel, que ce n'est pas une suite d'événements chaotiques, que Milan avait réfléchi, anticipé, agi, que tout s'est fissuré le jour où Iris a demandé le divorce, que la perte de contrôle, réelle ou perçue, a été le déclencheur. L'accusation rappelle aussi cette phrase glaçante. Il avait dit à des proches de s'attendre à quelque chose de grand à Noël. Elle suggère qu'il existait un plan pour faire disparaître Iris, même si les détails précis restent flous. Un point reste clair. Ce n'est pas un crime impulsif, pas une explosion de colère. C'est quelque chose de construit, de calculé. La défense, menée par l'avocate Kerry Gallagher, propose une toute autre lecture. Elle parle d'un homme écrasé par la dépression, d'une spirale de maladie mentale, de semaines passées sans sommeil. Elle affirme que les recherches sur Internet relèvent de pensées obsessionnelles, pas d'une planification concrète. Elle rappelle qu'il a demandé sa petite amie en mariage quelques jours avant Noël, qu'il a adopté un chien, qu'il s'est fait un chèque d'entreprise la veille de Noël. Selon elle, ce sont des signes tournés vers l'avenir, incompatibles avec un projet d'anéantissement familial. Kerry Gallagher reconnaît que son client a bu beaucoup d'alcool le matin de Noël. Une demi-bouteille de whisky avant midi, pour être exact. Elle décrit un homme en crise, dépressif, alcoolisé, prenant des décisions catastrophiques dans le cadre d'une urgence de santé mentale. Mais elle pose la question centrale. Est-ce de la préméditation? Pour la défense, la réponse est non. Le jury, de son côté, doit faire un choix. Il écoute tout, absolument tout. Il entend les récits du siège qui a duré presque 7 heures. Il lit les messages envoyés par Milan. Il examine les recherches Internet, suit la chronologie minute par minute. Il regarde cette vidéo de la veille de Noël avec Nigel en sachant exactement ce qui arrive ensuite. Le 3 novembre 2025, le verdict tombe. Anthony Milan-Ross a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. 3 chefs de meurtre au premier degré. 3 chefs d'agression aggravés liés au meurtre. 17 chefs d'agression aggravés sur des agents de la paix. Aujourd'hui, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Milan-Ross, âgé de 53 ans, attend sa condamnation. Cette phase de condamnation est fixée au 9 janvier 2026. La peine de mort est toujours envisagée. En Arizona, cela signifie soit l'injection létale, soit la chambre à gaz. Son sort sera décidé par le même jury qui l'a reconnu coupable. Pendant ce temps, les vivants continuent comme ils le peuvent. Les familles laissées derrière avancent avec un chagrin qui ne disparaît jamais vraiment. Ils changent juste de forme, ils s'adaptent. Mary Wojas, la sœur d'Iris, tente d'honorer la gentillesse et la générosité de sa sœur. Elle doit expliquer l'inexplicable à ses propres enfants, leur dire pourquoi tante Iris n'est plus là, pourquoi Nigel et Anora ne reviendront jamais. Elle explique lors d'une interview à quel point cette conversation a été difficile. Son fils avait 3 ans au moment des faits. Il en a 6 aujourd'hui. Il ne comprenait pas le contexte. Il comprenait seulement l'absence.
Avec le temps, quelque chose change. Pas une guérison, pas un oubli, mais une sorte de paix fragile qui commence à s'installer. Mary Wojas le dit elle-même. Le drame a forcé sa propre famille à regarder le deuil en face, sans détour, sans faux semblant. Elle explique que parler ouvertement de la perte, même avec de jeunes enfants, a créé une force inattendue, une solidité, une unité face à la douleur. Ce n'est pas une victoire sur le chagrin, c'est une manière de vivre avec. À l'hôpital Saint-Joseph, les collègues d'Iris continuent de faire vivre sa mémoire. Ils parlent d'une femme qui prenait le temps, qui écoutait vraiment, qui faisait sentir aux autres qu'ils existaient. Nigel n'est pas oublié non plus. Ses anciens camarades de classe, aujourd'hui adolescents, se rappellent encore de ce garçon, de sa personnalité immense, de cet enfant qui aimait être sur scène, qui aimait faire rire, qui aimait briller sans jamais écraser les autres. Et puis, il y a toujours la petite Anora. Elle n'a jamais fait ses premiers pas. Elle n'a jamais prononcé ses premiers mots. Mais son existence se transmet autrement, à travers des photos, à travers des histoires racontées encore et encore. L'histoire d'Anthony Milan-Ross n'a jamais vraiment parlé de perte de poids, ni de célébrité, ni de livres de cuisine ou de documentaires inspirants. Elle parle de l'écart dangereux entre l'image et la réalité, entre ce que quelqu'un montre au monde et ce qu'il est quand les caméras s'éteignent. Milan a bâti toute son identité sur la transformation, sur l'idée de vaincre ses démons, de devenir une meilleure version de lui-même, mais ceux qui vivaient à ses côtés voyaient autre chose. Ils voyaient un homme qui se fissurait, qui évitait certaines vérités parce qu'elles ne collaient pas à la marque, un passé violent, une famille abandonnée, des problèmes de santé mentale laissés sans prise en charge. En dehors de son corps, Milan n'a jamais vraiment travaillé sur lui-même. La douleur non reconnue s'accumule, elle se cache derrière des publications Instagram lumineuses, derrière des discours motivants, mais elle grandit dans l'ombre, jusqu'à tout engloutir. Le prix de cette obscurité ignorée est immense. Ce sont 3 vies qui ont été volées. On ne peut que rappeler à quel point il est important de prendre en charge sa santé mentale. On parle souvent sur les réseaux sociaux de transformation, de renaissance, de devenir une meilleure version de soi-même. Mais cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Changer son apparence n'efface pas les blessures profondes. Les ignorer ne les guérit pas. Elles attendent et parfois, elles explosent. Si vous sentez que parfois ça peut être compliqué, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec un psychologue, un psychiatre. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à soigner vos blessures parce que ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Prendre soin de soi ne passe pas exclusivement par l'apparence. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Parfois, derrière un compte Instagram bien soigné, des routines qui semblent parfaites, il y a des êtres humains en détresse. Faites attention à ce que vous croyez lorsque vous le voyez. Restez bienveillant envers les personnes que vous pouvez croiser sur les réseaux sociaux. Si une publication ne vous plaît pas, passez votre chemin tout simplement. Ça prend 2 secondes de swipe. C'est beaucoup plus rapide que de laisser un commentaire désobligeant qui pourrait blesser quelqu'un. Que cette personne aille bien ou mal dans sa vie, on ne fait pas ce genre de choses. Restez bienveillant, parce que parfois, sans le vouloir, vous créez littéralement des monstres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ces mots, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.